Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux. Bienvenue à l'Unirev Cité 2023. Première d'une longue série, on espère. Alors c'est vraiment un événement pour nous, un événement, on l'espère, pour vous aussi, parce que voilà, ce sont les premières universités d'été. Ça illustre bien l'année charnière qui vient de se terminer. Une année fondamentale pour l'histoire de la REV, avec l'élection d'un député, Aymeric Caron, qui est notre fondateur. Et puis, on a ouvert un siège, on a développé nos équipes en région, on est présent désormais partout en France. Alors moi, je vais faire un petit peu un focus sur cet événement. L'Unirev Cité, ce sont une quarantaine... Oui, pardon. C'est vrai, je ne me suis même pas présentée. En effet, c'est vrai. Azelma Sigaud, porte-parole de la REV. Je m'occupe plutôt de la communication du parti. Voilà. Et donc, il y a une quarantaine de bénévoles qui ont œuvré jour et nuit depuis plusieurs mois pour faire de cet événement une réussite. Des bénévoles d'ailleurs partout en France, même en amont. On a organisé, on a trouvé la salle, on a organisé un petit peu tous les pôles. On a ici un village associatif avec différentes assos. On a un espace restauration 100% vegan. On a une buvette tenue par la REV. On a la boutique de la REV. On a également les jeunes REV. Donc c'est l'organisation jeunesse qui a été d'ailleurs créée il n'y a pas très très longtemps. Donc ils vont eux avoir pour rôle de mener des actions jeunes. On va être dans la coordination des organisations jeunesse des autres partis partenaires, etc. Donc on a beaucoup de projets en perspective. Cet événement, ce sont également 2 jours de conférences et de tables rondes sur divers sujets de notre programme. Donc on a le plaisir d'inviter pour ces 2 jours différents spécialistes des questions de notre programme. Donc ça va être les questions des droits des animaux, évidemment, mais également l'écologie, la démocratie, les droits sociaux, le temps libéré. On va parler de la corrida, qui a été un sujet hyper important cette année avec la proposition de loi d'Aymeric Caron. Voilà, donc on vous invite à bien regarder le programme. On a des conférences et des tables rondes en alternance à l'extérieur et à l'intérieur. Comme ça, il n'y a jamais 2 choses en même temps. Les assos ont peut-être organisé aussi des choses. Je sais que, par exemple, la VF organise une tombola, par exemple. Ce soir, on a un concert de 2h30. On a après un petit débat avec la REV sur les questions du parti, sur les questions politiques. Donc on a énormément d'animations prévues. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez la moindre question. C'est tout nouveau pour nous, donc voilà, on apprend. On serait vraiment intéressé d'avoir aussi vos retours, vos suggestions pour les prochaines éditions. Et puis voilà, donc vraiment, on vous remercie énormément. Et je laisse la parole à Victor Paillac, qui est coordinateur national et qui va vous parler un petit peu justement de cette année qui vient de s'écouler et les projets d'avenir pour la REV. Merci beaucoup. Alors, ça va, vous m'entendez ? C'est super, on n'a même pas besoin de se passer le micro, ils marchent tous. Oui, je ne vais pas faire trop long, je pense qu'Aymeric développera un peu plus la philosophie autour de la REV, pourquoi ce parti, quelles sont nos différences avec Europe Écologie Les Verts, le parti qu'on connaît beaucoup pour l'écologie en France. Je voulais revenir un petit peu sur la REV, comment elle s'est formée et surtout comment elle a essayé de marquer l'échiquier politique depuis quelques années. On a, comme l'a dit Azelma, une année où particulièrement on était présent sur pas mal de sujets, je vais y revenir, mais on a eu un début qui était compliqué, mais on a pu quand même faire des choses intéressantes, notamment sur les élections. Donc la REV, elle a été fondée en 2018, c'est là en fait les 5 ans. Il faut savoir qu'un parti politique, quand il se fonde, il n'y a rien. Donc c'est une grosse charge administrative et c'est surtout pas d'argent du tout, parce que contrairement aux associations, on est limité pour les dons, et puis surtout quand on part de rien, on part avec vraiment rien. Donc il faut trouver des adhérents, il faut trouver des donateurs, il faut trouver de quoi fonctionner. La plupart des partis politiques qui se sont fondés récemment, on les voit tout de suite grandir parce que souvent c'est des scissions de partis. Donc forcément ils partent avec une liste d'adhérents, avec déjà des fonds et même parfois des élus. Donc c'est quand même assez simple. Nous on est vraiment partis de rien. Je dis nous, je n'étais pas là en 2018, je suis arrivé un peu après. Mais Aymeric et l'équipe sont arrivés vraiment et sont partis de rien. On a fait quand même l'objectif en 2018, c'était de faire les européennes de 2019.
Malheureusement, il y a eu plein d'impondérables, notamment financiers, parce que participer à des élections, en particulier les élections européennes, ça coûte très cher, des centaines, voire des millions d'euros. Donc évidemment, pour un jeune parti qui venait de se former, c'était pas possible. Donc on a fait les élections suivantes. C'était les élections de 2020, c'était les élections municipales. J'en parle particulièrement parce que c'est des élections qui sont très importantes pour la vie d'un parti politique et encore plus pour un parti politique qui veut s'ancrer localement. C'est extrêmement important de se présenter aux élections municipales et d'avoir des élus. Donc nous, on était à l'époque tout petit avec un petit financement. On a quand même soutenu avec des candidats 5 ou 6 listes. On a eu notre vice-présidente Lamia qui sera là avec nous tout à l'heure, qui est présidente de Sea Shepherd et vice-présidente de la Rêve, qui s'est présentée avec la France Insoumise dans le 14e arrondissement de Paris, en tête de liste. Comme quoi, avec la France Insoumise, c'est quand même une histoire qui date déjà un petit peu, parce qu'en 2020, on faisait déjà alliance avec eux. Et moi, je me suis présenté à Conflans en liste complètement autonome, donc 100% Rêve, et on a fait quasiment 5%. Donc c'est évidemment, quand on compare à des scores de gros partis politiques, ça reste des scores petits. Mais pour un parti antispéciste d'écologie radicale, qui s'est affiché comme tel, parce qu'on a fait une campagne vraiment en affichant l'antispécisme, une volonté d'écologie radicale, plus de démocratie, c'est une campagne avec beaucoup de jeunes. Moi j'avais 18 ans et sur la liste, on avait peut-être, c'est une liste de 40 personnes, on avait 30 personnes qui avaient 18 ans. Donc c'était la liste la plus jeune de France et les candidatures les plus jeunes de France. Et on a réussi à faire quasiment 5%, 4,5%. Donc c'est un score qui est vachement encourageant et ça nous a poussé l'année d'après à faire les élections régionales. En 2021, en Ile-de-France, par faute de moyens, on ne pouvait pas se présenter partout. Pour vous donner un ordre d'idée de la complexité des élections régionales, pour fonder une liste aux européennes, il faut faire une liste de 79 personnes. Donc vous voyez, là, si je compte, je pense qu'on est facilement une centaine. On l'a fait là, notre liste. Pour faire les régionales Ile-de-France, c'est 225. Donc pour un parti qui partait vraiment avec peu de moyens, on avait heureusement beaucoup de gens qui étaient déjà là, mais très peu de moyens financiers et pas beaucoup de moyens de recruter des nouvelles personnes. C'était vraiment difficile de faire une liste de 225 personnes. Finalement, on a réussi à faire cette liste. On n'était même pas considérés dans les sondages, on n'existait pas. On a fait une liste qui s'appelait Oser l'écologie avec un programme qui nous connaît bien, de rupture, un programme qui s'affichait comme s'opposant à la chasse, pour le droit des animaux, pour réinventer la démocratie. Et on avait dit aussi fin du productivisme. Il me semble que c'était nos 4 mesures mises en avant. Et avec ce programme, et pourtant des moyens très limités, on a réussi à faire 2%. Donc pour vous donner une idée, c'est plus que Lutte ouvrière, qui pourtant existe depuis des dizaines d'années et qui a des candidats au présidentiel tous les 5 ans. Et on a fait 40 000 voix. Donc ça veut dire qu'il y a 40 000 personnes qui ont voté pour cette liste portée par la Rêve à 100%, parce que là encore une fois c'était une liste 100% Rêve. Voilà, donc c'est pour dire qu'on a eu des débuts compliqués, parce que c'est très compliqué de lancer un parti politique sans rien et sans financement, et que quand même on a réussi à avoir des scores électoraux qui étaient vraiment encourageants pour la suite. Et là on s'est dit, il faut vraiment continuer, parce que la place dans l'échiquier politique français, on doit la prendre. Et ce qu'on porte, c'est vraiment les idées, c'est très sûrement les idées de l'écologie de demain. Je vais un peu plus loin dans le temps. On a participé à en fait toutes les élections depuis les présidentielles. Aux présidentielles, vous le savez sûrement, on a soutenu le candidat Jean-Luc Mélenchon. Depuis, on est partenaire avec la France Insoumise. On garde chacun une indépendance. On a Manuel Bompard qui est coordinateur de la France Insoumise, qui viendra en discuter avec nous demain, c'est ça ? En visio demain, donc de toute façon on pourra lui poser toutes les questions pour bien comprendre pourquoi ce partenariat et quelle est la forme d'indépendance qu'il y a entre la Rêve et la FI, parce que c'est vraiment 2 formations différentes, 2 partis différents, mais à des élections on considère que c'est intéressant de s'allier. Et en plus la France Insoumise n'est pas frileuse sur les questions d'antispécisme, de droit des animaux. On avait vraiment tout intérêt à se rapprocher d'un parti comme ça pour les présidentielles. Et j'en viens aux élections législatives. On a présenté plus de 10 candidats NUPES issus de la Rêve. Donc ces candidats ont fait, pour la plupart, sont allés au second tour, ont fait plus de 20% au premier et des fois plus de 40% au second. Donc là encore une fois, pour un parti antispéciste, écologie radicale, droit des animaux, c'est des personnes qui s'affichaient comme véganes, comme nous on le dit très clairement dans notre programme, pour l'abolition de toute forme d'exploitation animale. On arrive à avoir des candidats qui sont au second tour d'élections législatives pour devenir députés, et on a même un député antispéciste à l'Assemblée. Voilà, donc c'était un peu l'historique de ce qu'on a pu faire d'ici là. Ce qui s'est passé depuis les élections législatives, c'est que ces élections permettent d'avoir un financement. Et évidemment, ça permet tout ça, parce que malheureusement, on aurait adoré organiser dès la création de la Rêve des universités d'été, mais ça coûte évidemment très cher. Et depuis qu'on a un financement qui est pas suffisant, mais qui nous permet quand même d'avoir ouvert un siège à Paris, qui nous permet d'avoir des permanents, qui nous permet d'organiser des événements comme ça, la Rêve s'est quand même beaucoup développée. On a énormément de personnes qui arrivent chaque jour, qui ont rejoint la Rêve, beaucoup de bénévoles. On a des référents, j'en vois beaucoup ici dans les régions, donc des binômes de référents dans quasiment toutes les régions de France. Là, on va chercher des référents par département,
si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un maillage territorial qui est en train de se former. On est en train de préparer les futures échéances électorales. Je pense qu'on aura l'occasion aussi d'y revenir. Et voilà, donc c'est pour dire qu'il y a eu un vrai historique de la rêve entre son lancement qui était très ambitieux parce qu'il y a beaucoup de partis qui sont lancés comme ça et qui sont tombés un an après, le soufflet est tombé parce que c'est tellement compliqué à faire vivre aussi de façon administrative que juste avec des bénévoles c'est compliqué. Nous on a réussi avec des participations à des élections et maintenant avec ces élections législatives à avoir un député à l'Assemblée nationale. On a aussi des élus locaux. Je ne les vois pas, mais qui sont là, Karine, Serge. Donc on va avoir aux prochaines élections municipales, on espère un maximum d'élus, pourquoi pas des maires aussi. Voilà, c'est toutes ces ambitions-là qu'on a pour l'année prochaine. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez évidemment des questions ou quoi que ce soit, comme l'a dit Azelma, ce soir on fera un petit moment un peu débat ou quoi que ce soit. Ce sera l'occasion aussi de nous poser vos questions sur la rêve, sur tout ce qu'on a pu faire depuis un an ou ce qu'on a pu faire avant. Et voilà, je pense qu'on est pas mal. Aymeric il prend la suite. Si ça vous va, je laisse le micro à Aymeric. Ils n'ont pas le choix. Merci Victor, merci Azelma. Juste une petite précision. Moi, je trouve ça pas mal si on a le temps, parce que c'est vrai qu'on a un timing à respecter, puisque les tables rondes, les conférences vont s'enchaîner. Mais si on a le temps déjà de commencer à échanger, moi ça me va très bien parce qu'il y a peut-être des questions, parce que ce rendez-vous il est vraiment là pour ça, et ce rendez-vous il existe. C'est le premier donc on a décidé d'appeler l'Unirêve Cité. Donc nos premières universités d'été. Pourquoi on tenait à avoir ce rendez-vous? D'abord parce que c'est important que les gens qui militent pour la rêve et qui sont de plus en plus nombreux, les militants ont beaucoup augmenté depuis un an, et bien qu'ils puissent se retrouver physiquement aussi, qu'ils puissent échanger. C'est important qu'on puisse dialoguer en direct et pas seulement par écran interposé, parce que c'est vrai que parfois il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris et que c'est plus compliqué d'avoir un lien direct avec les gens qui nous contactent depuis la province. C'était important aussi d'échanger avec beaucoup de personnalités extrêmement intéressantes qui vont venir nous exposer leur point de vue sur des sujets qui nous tiennent à cœur. C'était aussi important politiquement de montrer qui nous sommes, que nous sommes en train de nous développer. Donc c'est en tout cas un endroit aussi pour que des gens qui militent déjà pour la rêve puissent rencontrer un certain nombre de leurs camarades, mais c'est aussi un endroit où il y a des gens qui viennent sans doute pour la première fois au contact de la rêve. Donc nos réunions s'adressent à tout le monde, à la fois aux personnes déjà convaincues, aux personnes qui viennent peut-être ici en ne sachant pas encore vraiment comment ils se situent par rapport à nous, mais qui ont des questions et donc qui souhaitent avoir des réponses. Donc on est vraiment là pour ça, pour échanger, parler, apprendre à se connaître, mieux expliquer ce qu'on fait. Donc si à l'issue de mon allocution, je n'ai pas envie qu'elle soit déjà 11h20, que ce soit trop long non plus, ça ne me dérange pas du tout qu'on commence à échanger maintenant, et puis après on pourra échanger à diverses occasions, et même d'ailleurs effectivement autour d'un café, etc. D'abord merci, donc merci à Azelma, merci Victor, merci à tous les bénévoles qui ont permis que ce rendez-vous ait lieu. Je découvre l'endroit, je dois avouer que je suis ravi. C'est pas moi du tout qui me suis organisé de ces aspects très concrets. C'est pas moi qui ai choisi. J'espère que vous appréciez. Je vois qu'il fait un peu frisqué ce matin. Je n'ai pas pris de pull. J'espère que le thermomètre il va remonter. En tout cas, je trouve que l'endroit. C'est vrai, vous avez les prévisions? Ils annoncent quoi? Il pleut pas. À l'AFI, ils ont eu un orage hier qui a dévasté tout le truc. Mais apparemment, ils ont réussi à remettre les choses en ordre ce matin. Il pleut pas, mais il fait un peu. Je te passerai un pull si tu veux, on fait la même taille. Ça va bien aller. Mais sinon, voilà, l'endroit, je le trouve extrêmement sympa, très inspirant, et je trouve qu'il colle bien avec ce qu'on essaie de défendre. Voilà, on est bien, on est au milieu de la nature, et je crois qu'on va être bien pendant 2 jours. Donc c'est ça qui est important, il faut que ce soit un week-end de détente pour tout le monde. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'être là parce que vous qui êtes soit déjà militant de la rêve, soit juste intéressé par la rêve, soit curieux. Mais merci de prendre 2 jours ou plus parfois, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés hier. En tout cas, merci de prendre comme ça plusieurs jours dans l'année pour venir parler politique, pour venir vous investir, pour vous engager. Heureusement que vous êtes là. Et
des gens comme vous qui permettent justement de garder l'espoir qu'on va réussir à bouger un peu ce monde. Donc, merci vraiment. La Rêve, première université d'été, mais c'est vrai que c'est un parti politique qui a déjà 5 ans d'existence. Je vais juste prendre quelques instants, même si Azelma et Victor vous ont déjà un tout petit peu raconté la genèse, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien La Rêve, expliquer pourquoi ce parti existe. C'est un parti qui a été créé en 2018. À partir d'un constat, qui était que l'écologie politique, à ce moment-là, était, selon moi, incomplète. Et qu'elle prenait une direction qui ne convenait pas à un certain nombre de personnes qui étaient néanmoins extrêmement engagées sur les questions d'écologie. Et j'en faisais partie. Il me semblait qu'on avait eu, depuis une quarantaine d'années en France, une écologie politique qui était une écologie que je qualifierais d'écologie d'accompagnement. Arne Naess, le philosophe, qui fait partie des figures qui sont très inspirantes pour nous, qui a, vous savez, conceptualisé ce qu'on appelle l'écologie profonde. Arne Naess qualifierait l'écologie qui existait jusque-là en France d'écologie superficielle. C'est quoi une écologie superficielle? C'est une écologie qui dit, bah oui, le monde est ce qu'il est, le système politique et économique est ce qu'il est, il est très imparfait, tout ça est très imparfait, mais on va essayer, nous, de gommer quelques-uns des défauts de ce système. Donc notre système, c'est le système capitaliste néolibéral. Il faut faire avec, mais on va essayer de demander de détruire un peu moins la forêt, de tuer un peu moins d'animaux, d'arrêter d'implanter des usines polluantes, etc., etc., etc. On va essayer de gommer les aspérités les plus négatives de ce système. Et Arne Naess, lui, propose une autre forme d'écologie qu'il appelle l'écologie profonde, qui s'intéresse aux droits du vivant, en considérant que le vivant eh bien, a une valeur intrinsèque et pas seulement utilitaire, puisque l'écologie qui qualifie de superficielle et que nous, à La Rêve, on qualifie d'écologie molle, c'est une écologie qui a aussi pour défaut, selon nous, d'accorder plutôt une valeur utilitaire au vivant. C'est-à-dire qu'on va essayer de protéger le vivant en fonction de ce qu'il peut nous apporter à nous. Ce qui lui donne une autre caractéristique, une autre dimension, c'est que c'est une écologie anthropocentrée, qui s'intéresse une fois de plus au vivant, presque uniquement dans la dimension qui nous intéresse à nous, qui nous intéresse nous en tant qu'humains, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en retirer de ce vivant. D'où l'idée qu'on ne va pas exploiter trop les ressources parce qu'à un moment ça va se retourner contre nous et ainsi de suite. On est toujours dans la même logique finalement. C'est notre intérêt à nous. Et il y a une autre écologie qui n'était pas représentée jusqu'à présent, jusqu'en 2018 dans le paysage politique. C'est une écologie que donc Arne Naess qualifie d'écologie profonde. Nous, on qualifie ça d'écologie essentielle. C'est une écologie qui va accorder donc une valeur intrinsèque au vivant, qui dit voilà, le vivant a le droit d'exister en lui-même. Donc un oiseau, il a le droit de poursuivre son existence tout simplement parce qu'il est né et qu'il a le même droit à poursuivre son existence que nous-mêmes. C'est une écologie qui va considérer que non, l'espèce humaine n'est pas supérieure aux autres espèces, que le destin de l'espèce humaine n'est pas plus important que le destin de toutes les autres entités du vivant sur cette planète. C'est une écologie qui va considérer que le statut très particulier qui est le nôtre au sein de ce vivant, c'est-à-dire le statut d'espèce qui domine toutes les autres, je ne dis pas espèce supérieure, bien évidemment, je dis espèce qui domine toutes les autres, espèce qui a le pouvoir de vie et de mort sur tout ce qui l'entoure, eh bien ça confère ce statut très particulier, ça nous confère des responsabilités très particulières. Et que ces responsabilités, eh bien, c'est notamment de prendre soin du vivant qui nous entoure. Alors on aura peut-être l'occasion d'aller plus en détail sur ces thématiques pendant les 2 jours où nous sommes rassemblés. Mais en tout cas, cette manière d'aborder l'écologie qui nous rapproche de précurseurs. Je vous citais Arne Naess tout à l'heure, donc, qui est quelqu'un de très important. Je pourrais vous citer Henri David Thoreau, Élisée Reclus. Nous, dans notre écologie, on va vraiment relire les textes, on va s'inspirer de gens qui réfléchissent à notre relation au vivant depuis plus d'1 siècle, 1 siècle et demi, 2 siècles, parfois plus encore. Ça nous paraissait extrêmement important d'apporter une vision presque spirituelle à ce que peut être l'écologie, ou ce que doit être l'écologie. Et c'est encore une autre différence
avec l'écologie politique traditionnelle, c'est que l'écologie politique traditionnelle a une approche que je qualifie d'approche mathématique de l'écologie. C'est une écologie des quotas. Donc on dit on a le droit de polluer un tout petit peu, on a le droit, par exemple, on peut admettre telle quantité de CO2 dans l'atmosphère. On peut admettre de pêcher tant de quantité de poissons, mais pas plus, parce que sinon ça déséquilibre. On peut introduire tant d'ours. Et s'il y en a un qui est tué dans les Pyrénées, pouf, on peut le remplacer. Chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que si on tue un ours, on a tué Canel, par exemple. On n'a pas tué un ours, on n'a pas tué un objet ours. On a tué un individu. Donc ça nous gêne terriblement. On ne veut pas qu'on tue les individus. Donc, la grosse différence, c'est que nous, on a une écologie métaphysique. Là où l'écologie politique classique, traditionnelle, prône plutôt une écologie que je qualifie de mathématique. Métaphysique pour nous, dans le sens où c'est une écologie qui, une fois de plus, s'interroge sur notre position au sein du vivant et donc, par-delà même, nos devoirs à l'égard de ce reste, de ce vivant. Et en fait, c'est comme ça qu'est né la rêve. C'est parce que, à l'époque, j'avais sorti des livres qui parlaient de ces sujets-là, et à chaque fois que j'allais quelque part les défendre, il y avait des gens qui me disaient « Mais finalement, pourquoi ces idées-là, qui sont certes encore assez originales, elles ne sont pas majoritaires, hein, pourquoi ces idées-là ne sont pas présentes aujourd'hui dans le paysage politique ?» Et à force d'entendre ça dans des réunions comme celle-ci, eh bien, je me suis dit « Bah oui, il faudrait faire un parti. » Parce que je suis absolument persuadé, nous sommes persuadés, puisque maintenant je ne suis plus tout seul, nous sommes persuadés à la rêve que l'écologie que nous défendons sera un jour l'écologie majoritaire. Je ne sais pas si ce sera de mon vivant, je ne sais pas si ce sera dans 5 ans, non, il faut être quand même à la fois réaliste et sérieux. Donc, je ne sais pas si ce sera dans 5 ans, dans 10 ans, 5 ans ça me paraît un peu court, mais je pense que d'ici 50 ans, d'ici un siècle, ce que nous disons, eh bien, va devoir s'imposer. En tout cas, le parti politique qui aura la prétention de porter les questions écologiques sera parvenu, en tout cas, au même constat que les nôtres. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Quand nous, on a lancé la rêve en 2018, on assume parti d'écologie radicale et antispéciste. En 2018, ces deux mots-là sont bannis du vocable parmi, en tout cas, les politiques dits sérieux. Il se trouve qu'aujourd'hui, le mot de radicalité, eh bien, il a commencé à faire son chemin, et maintenant, on a des amis chez Europe Écologie Les Verts qui commencent à l'employer. Et le mot antispéciste, parce que ça aussi, c'est une caractéristique très forte de la rêve, même si le concept est encore assez méconnu d'ailleurs en France, eh bien, ce mot d'antispécisme a été utilisé par Marine Tondelier il y a quelques mois sur un plateau télé où elle disait « Je suis féministe, antiraciste, antispéciste ». Donc nous, on a été extrêmement étonnés et ravis que nous ayons pu infuser comme ça chez nos amis d'Europe Écologie, parce que bien évidemment, nous avons des différences. Si on n'avait pas de différences, eh bien, on militerait Europe Écologie. Donc nous avons des différences que nous assumons avec Europe Écologie, et néanmoins, ce sont des amis, évidemment. Surtout depuis qu'à la NUPES, où on travaille ensemble. Mais c'est vrai qu'on ne trace pas tout à fait la même ligne. Et nous, on est là pour faire en sorte que notre vision puisse s'insérer comme ça dans à la fois le paysage politique français, mais également dans les différents partis, dans l'opinion. Et d'ailleurs, le fait que nous ayons pu nous allier avec la France Insoumise, que la France Insoumise ait compris le message qui était le nôtre, le fait que Jean-Luc Mélenchon a lui-même eu des propos depuis plusieurs années qui vont dans notre sens, sans qu'il soit lui-même antispéciste ou vegan ou peu importe. Mais en tout cas, cette idée qu'aujourd'hui, il faut que nous reconsidérions complètement nos relations avec le vivant, cette idée-là est en train vraiment de faire son chemin. Donc je sais que nous avons une influence. Nous avons une influence, et le fait que nous soyons parvenus, en quelques années seulement, à construire ce qu'on a construit, qui est à la fois encore très modeste par rapport à nos ambitions, parce que nous avons des ambitions qui sont très grandes. Mais alors, évidemment, c'est encore très modeste, mais en même temps, c'est inespéré. C'est presque aller plus vite que ce qu'on avait pu envisager. Il faut être tout à fait honnête, il y a 5 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'on serait à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas envisageable, compte tenu de la radicalité et de l'altérité de nos propositions. Donc ça, c'est extrêmement positif. Il y a 5 ans, antispécistes, ça faisait extrêmement peur. C'était, ah là là, ce sont des gens qui attaquent les boucheries, les antispécistes. C'est ça.
Non, ça n'a rien à voir. On va en parler. Il y a aussi tellement d'incompréhension encore aujourd'hui autour du mot radicalité, qui est confondu avec de l'extrémisme, avec de la violence. Donc il y a un temps pour la pédagogie aussi qui est long. Et c'est autant de freins. D'ailleurs, on le voit bien avec nos partenaires, nos adversaires, c'est évident, même avec nos partenaires au sein de la NUPES, qu'ils se posent parfois des questions sur nous, et ils sont parfois mal à l'aise, parce qu'ils ne savent pas trop qui on est. Voilà, on est encore un peu des extraterrestres, même parfois pour certains de nos partenaires. Et ils n'ont pas toujours compris exactement forcément ce qu'on défend. Mais ça fait son chemin. Donc, ce qu'on peut dire en introduction de cette première Unirev cité, c'est déjà qu'il y a un vrai espoir pour les idées qui nous rassemblent. Parce que le simple fait que nous ayons ce rendez-vous aujourd'hui, c'est un pas énorme par rapport à la toute petite formation politique qu'on a créée effectivement au coin d'une table il y a 5 ans, avec énormément de difficultés qu'a un petit peu évoqué Victor, à savoir que lorsqu'on fait un parti politique mais qu'on parle de rien, qu'on n'a pas de financement, qu'on n'est pas un satellite d'un parti qui existe déjà mais qui se détache, enfin c'est très très complexe, ne serait-ce que sur le plan administratif. Et on a été confronté à ces difficultés administratives, notamment pendant plusieurs années, et qui ont ralenti notre travail politique. On a aussi été confronté à des choix politiques déjà qui étaient compliqués. 2019, les européennes, on ne les a pas faites pour des raisons financières d'une part, mais on avait à un moment l'opportunité de partir en liste d'union avec d'autres petits partis écologistes, dont celui de Delphine Batho. Et puis on a renoncé à cette option pour des questions vraiment politiques, questions de tête de liste, questions de plateforme commune, et ainsi de suite, c'est compliqué. Donc il y a beaucoup de... Faire de la politique, surtout quand on n'est pas un professionnel de la politique, ce qui était mon cas avant de lancer ce parti, c'est un boulot très 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 complexe. C'est pour ça que je vous dis qu'on est déjà extrêmement heureux de la situation qui est la nôtre aujourd'hui, où on a un parti politique qui a des élus, qui a du financement, qui peut organiser des rendez-vous comme celui qui nous unit aujourd'hui. Donc c'est un vrai déjà message d'espoir et un message extrêmement positif pour notre combat commun. L'alliance avec la France insoumise, ça n'a pas été forcément une évidence. Ça a surpris peut-être certains des membres de la REV lorsque nous avons mis sur la table cette hypothèse, mais l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui nous a permis d'être à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut être tout à fait honnête, tout à fait lucide, comme la NUPES, qui est une alliance de 4 grandes mouvances, on va dire, a permis d'avoir beaucoup plus de députés que si chacune de ces mouvances s'était présentée seule, puisqu'ils se seraient affrontés. Enfin voilà, cette union, la NUPES, à laquelle il faut réaffirmer aujourd'hui tout notre soutien, et le fait qu'on espère que la NUPES réussira à faire une liste commune aux européennes, eh bien, la NUPES est extrêmement profitable, bien évidemment, à tous les partis qui la composent. De la même manière, le fait que nous, la REV, nous soyons alliés à la France insoumise et que nous soyons retrouvés dans la NUPES, ça nous a été aussi très favorable, puisque je ne serais pas à l'Assemblée si ça n'était pas passé, bien évidemment, par ce système d'alliance. C'est une alliance qui fonctionne extrêmement bien pour nous, parce que nous sommes vraiment complémentaires avec la France insoumise, qui en réalité, et le grand public ne le sait pas forcément, mais qui, sur toutes les questions d'écologie et de vivant, est très proche de nous. Alors la FI ne va pas aussi loin, mais c'est pour ça que nous, on a notre part, notre place particulière au sein de la sphère France Insoumise, parce que vous savez qu'en réalité, comment ça fonctionne la France Insoumise, au moment des présidentielles, ils ont ouvert le champ à d'autres formations politiques, à des personnalités, dans un cadre qui s'appelait l'Union populaire, qui est devenu ensuite l'Union populaire écologique et sociale. Et la REV est donc alliée de l'AFI au sein de ce cadre qui s'appelle l'Union populaire. C'était la manière dont s'était écrite l'histoire. Et on s'est rendu compte qu'on était effectivement tout à fait complémentaires, que nous, on va plus loin que l'AFI sur notamment la question de l'exploitation animale, à laquelle nous, on veut mettre un terme, vraiment, là où pour l'instant, l'AFI parle plus de la limiter au maximum. Enfin, vous voyez, on a beaucoup de nuances. On a participé au fait que l'AFI inscrit vraiment dans le marbre que la corrida, par exemple, devait être abolie. Donc on est vraiment sur un système de dialogue qui est extrêmement profitable, nous semble-t-il, aux deux alliés que sont l'AFI et la REV. On s'apporte beaucoup l'un à l'autre. Et nous, en tout cas, depuis près de 2 ans maintenant que nous sommes alliés, puisqu'on a rejoint l'AFI
il y a près de 2 ans pendant la campagne présidentielle. Ce sont des relations qui se passent extrêmement bien, qui ont permis notamment à la corrida d'être mise en avant dans une niche parlementaire, même si malheureusement on n'a pas pu aller au bout de l'examen du texte, on n'a même pas pu l'examiner du tout. Mais bref, ça a pu surprendre en tout cas parce qu'il a toujours été clair que nous avions, nous, un programme qui était très antilibéral, très social, on avait énormément d'intérêts en commun avec ce qu'on qualifie de gauche et de gauche affirmée. Donc, mais il y a peut-être Jean Larève qui avait moins étudié ces questions-là et qui était plus avec nous pour les questions liées à l'exploitation du vivant, qui se sont peut-être interrogés sur l'alliance que nous étions en train d'organiser avec l'AFI. Mais je crois que personne chez nous n'a été déçu et que si certains se sont interrogés au début, il n'y a plus du tout le moindre questionnement aujourd'hui. Parce que, comme je vous le disais, cette alliance finalement coulait de source. Alors, qu'est-ce que ça a permis justement cette alliance ? Ça a permis donc effectivement d'obtenir une visibilité pendant les législatives, puisque avant de faire cette alliance, nous avions envisagé de présenter des candidats rêves indépendants dans un petit pitchoun. Dans à peu près 300 circonscriptions, c'était notre parce que vous savez que le financement d'un parti politique dépend notamment des élections législatives, puisqu'il y a une grande partie du financement qui vient du nombre de voix que vous faites pendant les législatives. Donc nous, c'était une étape importante pour nous de visibilité, de financement législative. On aurait donc dû être présent dans à peu près 300 circonscriptions, c'est ce qu'on avait envisagé. Et puis finalement, l'alliance, l'accord que nous avons fait avec la France Insoumise a changé la donne et a fait que finalement nous avons eu des candidats rêves qui se sont retrouvés à porter les candidatures de la NUPES, ce qui était extraordinaire pour nous. Donc évidemment, c'était plus 300, c'était une quinzaine finalement, peut-être moins, peut-être 12 à la fin parce qu'on a redonné des circonscriptions. Mais déjà, c'était très intéressant pour nous parce que ça nous permettait de faire la politique à une autre échelle. À partir du moment où on mène des campagnes pour la NUPES, c'est-à-dire pour toute la gauche écologiste de ce pays, c'est évidemment une responsabilité politique très forte. Donc ça aussi, ça a obligé la Rêve à mûrir, à agrandir très vite. D'ailleurs, ça fait partie de nos objectifs. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on va faire dans les mois, dans les années qui viennent ? On doit renforcer aujourd'hui nos équipes et notamment toutes les personnes qui vont nous représenter dans les élections. Donc on va là aussi travailler à développer un réseau qui nous permet d'identifier des gens qui sont intéressés par le fait de mener un combat de terrain, de prendre la parole pendant des campagnes. Parce qu'évidemment, quand on milite dans un parti, il y a beaucoup de manières de s'exprimer, de participer à la vie de ce parti. On peut aider en bénévole pour faire de l'administratif, on peut aider en bénévole pour faire de la communication, pour travailler sur le site internet, pour mener des actions bien concrètes. Enfin, peut-être qu'on pourra dire un mot de tout ça, Zelma. Mais il y a aussi, bien sûr, la dimension purement politique qui est d'aller porter la parole de la Rêve quelque part, d'aller représenter la Rêve sur une liste, d'aller être le candidat de la Rêve. Et là-dessus aussi, aujourd'hui, on est en pleine période de développement et tout est très ouvert. C'est ça qui est d'ailleurs passionnant, moi, je trouve. Je trouve qu'arriver aujourd'hui à la Rêve, Victor l'a dit, on a eu des années compliquées où on n'avait que des bénévoles et des gens, une fois de plus, que je remercie parce que, alors certains sont partis parce que la vie fait qu'ils ont d'autres choses à faire, etc. Pas du tout fâchés, mais à qui on doit beaucoup. D'autres sont encore là, mais sans eux, on ne serait pas là. C'est ça qui est formidable dans la politique, c'est de voir qu'il y a des gens quand même qui, pendant des années, ont donné des heures le soir, le week-end, en sachant absolument pas ce qu'ils pourraient en tirer, pour eux personnellement, mais juste par conviction. Parce qu'ils sentaient ça comme une nécessité de s'investir dans la vie citoyenne et de porter leur pierre à l'édifice. Et on leur doit beaucoup parce que sans ces gens-là, aujourd'hui, la Rêve, on ne serait pas là aujourd'hui. En tout cas, on est dans une phase aujourd'hui où on peut travailler de manière beaucoup plus aisée et où tout est ouvert. Parce qu'on est vraiment en phase de développement. Le nombre d'adhérents, tu me disais, je crois, il a presque décuplé, c'est ça, en 1 an ? Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui nous contactent pour prendre des infos, etc. On est encore très jeunes, on est encore très imparfait, on est encore amateur sur certains des aspects qui composent un parti politique. Donc, on a conscience aussi de toutes nos faiblesses. Mais vraiment, toutes les bonnes volontés sont bienvenues
pour renforcer nos équipes et notre stratégie et nos actions. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a un député, ce qui nous permet de mener à l'Assemblée nationale un certain nombre d'actions, de combats, de porter une voix, ce qui fait que je m'exprime dès que j'en ai l'occasion sur les sujets qui sont assez caractéristiques de la REV, parce que je ne peux même pas m'exprimer sur tous les sujets. Et je suis au sein d'un groupe qui est celui de la France Insoumise, dans lequel il y a énormément de talents en plus, qui sont très compétents sur beaucoup de thématiques. Et donc c'est vrai que on va plus m'entendre sur certaines problématiques que sur d'autres. Évidemment, on a beaucoup parlé du combat contre la corrida. Alors, on a une table ronde tout à l'heure, donc je ne vais pas trop en dire aujourd'hui, parce que j'en reparler tout à l'heure. Mais en tout cas, donc, pour l'instant, c'est pas au point mort, mais ça a été arrêté, mais c'est pas mort. Je vous raconterai tout à l'heure où nous en sommes, ce que nous allons faire, pourquoi, comment, etc. Mais il y a d'autres choses. Je suis dans la commission du développement durable à l'Assemblée, ce qui traite plutôt des sujets écolos, même si c'est plus compliqué. Il y a plein de sujets écolos qui ne passent pas par la commission du développement durable. C'est un des défauts de cette organisation à l'Assemblée. Mais ce qui fait que ça me permet de prendre quand même position assez souvent sur des sujets qui nous intéressent en premier lieu, comme les pesticides par exemple, ou ce genre de choses, la chasse. Donc le fait de pouvoir aujourd'hui intervenir dans le débat public avec cette fonction de député est quand même extrêmement intéressante pour nous. La suite immédiate, ce sont les européennes. Vous avez entendu parler de la situation. La France Insoumise et donc la REV milite pour qu'il y ait une liste NUPES comme aux législatives et comme probablement lors de la prochaine présidentielle, puisque aucun des partenaires de la NUPES ne dit que la NUPES doit s'effondrer. Mais les écologistes, les communistes, aujourd'hui, expliquent qu'ils souhaiteraient partir seuls aux européennes. Donc il y a un débat, il y a encore des tentatives pour essayer de convaincre ceux qui veulent partir en solo. Et nous, là-dedans, on va bien voir, on va suivre un peu ce qui se passe. On n'exclut pas du tout et même on se prépare. On se prépare à l'idée de partir seul, nous aussi. Si tous les partis partent seuls, pourquoi la REV ne présenterait-elle pas sa liste? D'autant que ça deviendrait peut-être une nécessité en réalité. Parce que si tout à coup, on a... donc je lisais l'autre jour qu'il y a une deuxième liste écologistes qui se présenterait peut-être, à côté de celle d'Europe Écologie. Eh bien, et nous, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on peut ou pas être sûr que la voix de l'écologie qui nous intéresse, elle est audible. Donc, si, pour qu'elle soit audible, il faut qu'on présente une liste autonome qui soit là pour expliquer aux électeurs qu'il y a, parmi ceux qui aiment l'écologie, il y a plusieurs choix possibles et que notre écologie à nous, celle de REV, est un des choix auxquels ils peuvent penser. Eh bien, on le fera. Donc, on se prépare à l'idée qu'il pourrait y avoir une liste REV indépendante aux prochaines élections européennes. C'est un énorme travail, ça coûte aussi beaucoup d'argent, il y a la question du financement. Mais ce n'est pas du tout impossible. En tout cas, nous, c'est une hypothèse qu'on a très présente à l'esprit. La suite, eh bien, je vous le disais, ça va dépendre aussi beaucoup de vous, notamment. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent, j'en ai aucune idée. Si ce n'est que, pour revenir à ce que je vous disais en introduction, les combats que nous menons et la manière dont nous les menons me semblent aller vraiment dans le sens de l'histoire. Et on voit bien que l'actualité nous donne raison. C'est-à-dire que ce soit sur la question des droits des animaux en particulier ou sur d'autres sujets, bien souvent, on se rend compte que ce que nous disions il y a 2, 3 ou 4 ans, finalement, devient un sujet. La viande, typiquement, tiens, prenons la viande, puisque c'est vrai qu'on nous parle souvent de ça, puisque beaucoup d'entre nous sont véganes. Pas tous, hein. Je rappelle d'ailleurs, pour ceux qui nous découvrent, ou peut-être même certains militants, qu'il n'a jamais été demandé aux militants de la REV d'être véganes. C'est plus une conséquence assez logique de ceux qui nous rejoignent en étant convaincus par l'antispécisme et qui, de fait, dans leur quotidien, mettent leurs idées en accord, leurs actes en accord avec leurs idées, et donc ne mangent plus de viande ni de produits d'origine animale. La question de la viande, donc par exemple, on voit que
il y a quelques années, quand on parlait de ça, on était assez moqué, on était assez tourné en ridicule. Et il y a un article dans Le Monde, il y a 3 jours, par exemple, qui s'intitulait « La viande devenue un vrai sujet politique ». Alors parfois, on a des expressions un peu caricaturales, d'ailleurs, de certaines personnes sur la viande, qui ne vont pas forcément exactement dans le sens qui est celui que nous prônons pour parler de ces sujets-là. Bon, mais au moins, allez, on va dire que ça a le mérite de faire parler du sujet, donc c'est déjà intéressant. Toi, le fait qu'il y ait aujourd'hui une remise en cause de notre consommation de viande, que ce soit en termes de quantité ou même sur le simple fait de manger ou pas de la viande, eh bien, ça veut dire quand même que les choses évoluent et que nous avions raison, nous, d'alerter déjà il y a quelques années sur ce sujet. Quelle heure est-il? Depuis combien de temps parlais-je? Ça va faire une demi-heure que je parle. C'est beaucoup, une demi-heure. Quand même, vous êtes là, assis sur des chaises, vous écoutez patiemment. Je vous propose peut-être déjà de prendre un quart d'heure pour échanger, si vous avez déjà des premières questions, là, à chaud, sur ce petit bilan très rapide, très succinct, très résumé quand même, de 5 ans de la rêve, et plus particulièrement de l'année qui vient de s'écouler. Est-ce qu'il y a déjà des premières questions? Ou alors on passe un micro peut-être? On arrive à ça? Est-ce qu'on a des fils assez longs? On n'a que du filaire? D'accord. Ou alors on demande aux gens de crier très 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 fort. Ça c'est petit. Est-ce que vous pouvez hurler vos questions s'il vous plaît? Laura. Ouais, juste en fait par rapport au parti animaliste, moi j'arrive pas à comprendre la scission qu'il y a et pourquoi il n'y a pas de rassemblement possible, parce que finalement c'est comme dans la vie quotidienne des animalistes, il n'y en a pas énormément, donc peut-être qu'on gagnerait aussi à se rassembler et j'arrive pas à comprendre la scission. C'est une excellente question et je vais vous y répondre tout de suite. Tu la répètes d'abord. C'est une... Alors vous me demandez... C'est bizarre, c'est un système compliqué. Hein. Note-le pour les prochaines universités. Micro sans fil. Alors vous me demandez pourquoi il y a d'un côté le parti animaliste et de l'autre côté la révolution écologique pour le vivre. Et vous déplorez le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'animalistes déjà, donc c'est dommage s'ils se séparent, s'ils se divisent. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait si peu d'animalistes que vous le dites. Moi, je pense au contraire qu'il y a beaucoup d'animalistes en fait en France. Ça dépend de ce qu'on entend par animaliste. Donc, si parmi animalistes, on entend une personne qui milite pour le sort des animaux, qui milite dans le militantisme, oui, on peut dire qu'il n'y a pas non plus... Mais si vous prenez les gens dans toutes les associations, dans les partis politiques, au sein de certains partis politiques, des gens qui créent des groupes conditions animales, il y a quand même beaucoup de gens, sur d'ailleurs un spectre politique assez large, qui aujourd'hui pourraient être qualifiés d'animalistes. Alors en revanche, des incarnations politiques identifiées d'animalistes, en effet, il y a le parti qui porte ce nom, parti animaliste, et la Rêve. Il y en a peut-être d'autres aussi que je ne connais pas, mais en tout cas, ce sont les deux principales. Pourquoi nous ne sommes pas ensemble? D'abord, la Rêve et le parti animaliste ne défendent pas les mêmes choses. Il faut savoir que nous allons plus loin que le parti animaliste. Nous sommes plus radicaux. Nous sommes abolitionnistes, alors que le parti animaliste est welfariste. Je pense que tout le monde est à l'aise avec ces termes, mais bon, en gros, nous, on veut la fin de toute forme d'exploitation animale, abolitionnisme, là où le parti animaliste défend des positions qui sont plus de l'ordre de l'amélioration des conditions dans lesquelles les animaux sont exploités. C'est le cas pour l'élevage, par exemple. Le parti animaliste dit, à ma connaissance, sauf s'ils ont évolué récemment, mais à ma connaissance, le parti animaliste dit nous voulons la fin des fermes-usines, de l'élevage industriel. Exactement ce que dit la France Insoumise, d'ailleurs. Et on ne peut qu'applaudir. Sauf que nous, on va plus loin. On dit oui, ça c'est bien. C'est la première étape. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est avec la France Insoumise. On sait qu'on a beaucoup de chemin à faire ensemble pour arriver déjà à la fermeture des fermes-usines. Mais nous, on ne s'arrêtera pas là. Nous, on pense que la société qu'il faut mettre en place, c'est une société dans laquelle on n'exploite plus les animaux sans nécessité. Il faut réfléchir s'il y a des cas où on est absolument obligé de faire du tort, de faire du mal à un animal. On peut y réfléchir, ça fait partie aussi de toutes les thématiques qui font que notre esprit doit toujours être en mouvement. Mais notre idée, c'est quand même de dire
Si on n'a pas besoin de tuer ou d'exploiter un animal, on ne le fait pas. Comme on sait tous qu'on n'a pas besoin de viande pour vivre, on n'a aucune raison de continuer les élevages, à terme. Donc voilà, nous allons plus loin. On a aussi pu influencer parfois le parti animaliste. Nous, d'emblée, on a dit on est contre la chasse. Nous, on veut la fin de la chasse. Là encore, à ma connaissance, initialement, le parti animaliste défendait le week-end et les vacances sans chasse, avant finalement de passer, comme nous, à un programme qui milite pour l'abolition de la chasse. Donc déjà, on va plus loin. Deuxièmement, le parti animaliste a fait un choix qui ne nous semble pas forcément le meilleur aujourd'hui, qui est de dire, nous, on ne parle que des animaux. Donc c'est vraiment leur credo, c'est un parti monothématique. Ce qui, à mon avis, pose quand même question si un candidat ou une candidate du parti animaliste veut se présenter à l'élection présidentielle. Parce qu'on ne peut pas prétendre être élu à la présidence de la République, qui est une fonction qui consiste quand même à gérer la vie des Français, dans absolument tous leurs aspects, mais ne vouloir s'exprimer que sur la condition animale. Il y a un truc qui est pas bizarre. Nous sommes persuadés que pour faire avancer la question des droits des animaux, il faut inclure ce combat dans une réflexion beaucoup plus large, qui est celle de notre relation au vivant, dans tout ce que ça entend, dans toutes ses acceptions. Ça veut dire, bien évidemment, aussi aux humains. Et que le combat contre l'exploitation animale, donc le combat antispéciste, c'est une suite logique des combats qui ont été menés depuis des siècles, voire des millénaires, pour l'amélioration de droits humains, mais qui étaient des droits sociaux, des droits sociétaux. Donc c'est l'amélioration, par exemple, des droits accordés aux femmes, des droits accordés aux homosexuels, c'est des combats contre l'esclavagisme, et ainsi de suite. Donc nous, le combat pour les droits des animaux s'inscrit dans une palette de combats beaucoup plus large, qui est en fait un vrai projet de société qui se bat partout où c'est possible pour que la notion d'exploitation soit abandonnée au profit de la notion de coopération. Et pour moi, on ne peut pas venir à bout de l'exploitation animale si on ne combat pas les causes de cette exploitation. Or, aujourd'hui, très clairement, l'exploitation animale, notamment l'exploitation de la viande, même si ce n'est pas la seule, eh bien, c'est lié, bien évidemment, au système capitaliste et néolibéral en particulier. C'est parce que, bien évidemment, ce système-là broie le vivant pour essayer d'en tirer un bénéfice financier qu'on a aujourd'hui les situations absolument intolérables qu'on documente un peu partout sur différents sujets. Donc je ne vois pas comment on peut dire on va améliorer la condition des animaux, mais pas s'attaquer aux causes du problème. C'est pour ça que nous, on revendique le fait d'être de l'écologie radicale qui va aux racines des choses. Donc nous, on a identifié ces causes, je le répète, comme étant une cause idéologique qui aujourd'hui s'exprime par le biais du néolibéralisme. C'est pour ça qu'on est politiquement très très clair, nous, sur cette question-là, sur l'antilibéralisme. Par ailleurs, et je terminerai là-dessus, parce que oui, ma particularité, c'est que quand on me pose une question, je peux faire 30 minutes. Plus que quand je parle comme ça, sans support particulier. Donc c'est très embêtant parce que on peut faire toute la journée là, ensemble. Alors c'est embêtant parce qu'on doit déjeuner, il y a des invités qui arrivent, etc. Bon, alors j'ai quand même... Non. Malgré tout ce que je viens de vous dire, on a proposé l'alliance au parti animaliste. Mais il refuse. Donc, voilà. Non, moi, je voulais juste rajouter une petite chose quand même qui n'est pas dérisoire. Parce qu'on a quand même des militants du Parti animaliste qui viennent nous voir en manifestation, qui nous disent justement on aimerait travailler avec vous. Donc on n'a vraiment aucun souci avec les militants du Parti animaliste. Et sur des questions très particulières comme l'abolition de la corrida, il n'y a aucun souci à ce qu'on travaille ensemble. Malheureusement, quand on va toucher à d'autres sujets comme l'élevage, par exemple, pour les raisons que tu as citées, Émeric, parce qu'on va beaucoup plus loin qu'eux, mais pas seulement, parce que le Parti animaliste se dit ni de droite ni de gauche, nous, ça nous pose un problème. Donc il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas s'allier de fait, parce qu'on ne remet pas en question, en effet, les causes du problème, mais parce qu'on ne remet pas en question le système libéral et de droite qui est à l'œuvre, en fait, parce que c'est ça.
Et il y a des questions également, le social, ils n'en parlent même pas, mais je veux dire, c'est difficile de s'allier avec des personnes qui ne remettent pas en question le capitalisme et qui s'ouvrent aux idées éventuellement de droite. Donc ça nous pose un problème et on s'en cache pas, on le dit à chaque fois qu'on les rencontre d'ailleurs. Mais par ailleurs, en manifestation, on peut travailler avec eux comme on travaillerait avec des associations animalistes d'ailleurs. Ouais, pour rebondir sur ce que dit Azema, c'est vrai que ça nous trouble le fait que, même si je dis que par ailleurs on leur a proposé aux européennes, en l'occurrence de 2019, de s'allier, et c'est eux qui ont refusé, et on n'a jamais trop compris les raisons du refus, si ce n'est qu'ils ont eux un souci d'autonomie, qui les regarde. Moi je pense que l'autonomie, et l'exemple de la NUPES l'a prouvé, n'est pas aujourd'hui la bonne stratégie. Parce que je pense qu'il faut avoir des élus, il faut être dans le concret pour faire changer les choses. C'est comme ça. Sinon, on ne fait pas de politique. Si on fait de la politique en disant on veut absolument aucun... Soit on fait de la politique pour... on crée un mouvement en disant on veut juste un mouvement d'influence. On veut juste, effectivement, avoir une voix qui porte des idées, qui vont être dans le débat. Très bien. On ne cherche pas particulièrement à avoir d'élus. Ça va être par exemple le NPA. Très bien. Pourquoi pas? Et la rêve aurait pu être d'ailleurs ça. La rêve aurait pu être un peu une version animalisée du NPA en disant ok, on ne vise pas à avoir des élus dans l'immédiat, on le sait, mais au moins nos thématiques vont peut-être être prises dans des débats radio, etc. Bon, très bien. Mais néanmoins, je crois qu'à un moment quand même, pour faire changer les choses, il faut passer des lois et ainsi de suite. Donc il faut avoir des élus. Et je trouve dommage qu'il y ait des stratégies effectivement de refus d'alliance, en tout cas cette idée de rester replié sur soi-même, en gâchant peut-être des opportunités. Mais on a été troublé, c'est pour ça qu'en 2019 on avait proposé l'alliance. Mais c'est vrai qu'on a été troublé de constater que à la fois on nous disait, non, nous on reste autonome, on veut pas, et puis ensuite de constater que dans les élections qui avaient suivi, des municipales notamment, on a pu constater qu'il y a des alliances du parti animaliste avec des listes de tout bord politique en fonction des villes. Donc un jour, ils étaient avec la FI, le lendemain, ils étaient avec la droite, après, c'était le PS. Enfin, il y a un truc qui ne collait pas, parce que si on veut faire fermer une usine qui exploite des animaux, on le répète, c'est bien parce qu'on s'attaque à un système. Donc il y a forcément des formations politiques qui jamais iront s'attaquer à ce système, donc on ne peut pas s'allier avec. Loane, tu... De conquérir des droits donc, pour les animaux humains et pour les animaux non humains, et en même temps réussir à penser la question de la violence révolutionnaire et du fait que par exemple si on arrive à mettre fin aux fermes-usines, etc., il faudra bien une force, une espèce de bras armé pour venir ensuite faire en sorte que ces mesures soient concrètement respectées. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte de concilier plus ou moins à la fois une sacralisation des droits et en même temps, par exemple le droit de propriété, etc., et en même temps penser le processus de la violence révolutionnaire. On n'a pas une table ronde là-dessus? Si, c'est ce que j'allais dire. Ah non, pardon. C'est quand? C'est demain. Oui, on a une table ronde. Après, si tu veux répondre, Adama ou Victor, vous pouvez répondre. Hein. Oui, c'est parce que ça va, on prend quand même... Attends, ouais. On est entre nous. Faut qu'on mange, ils me disent. Faut que... ça commence. C'est ce soir à 18h15. Ok, Non, mais juste en deux mots. Bien sûr, il y a une table ronde qui doit être très intéressante, donc je pense qu'on va en parler beaucoup plus. La révolution, nous sommes pour, comme l'indique notre nom. La question que vous posez, elle est très intéressante, c'est celle de la forme que peut prendre cette révolution. Est-ce que c'est une révolution non violente? Est-ce que vous semblez suggérer qu'elle ne peut pas être non violente, la révolution? C'est ça? Ouais. C'est ce que j'avais cru comprendre. Nous pensons le contraire. Alors là encore, on va en discuter tout à l'heure. Moi, je suis très marqué. Vous savez qu'un des penseurs qui nous influence aussi beaucoup, c'est Günther Anders, le philosophe qui a pensé la barbarie technologique. Et il a écrit un livre sur cette question. Et lui pensait, Günther Anders, qu'à un moment, quand on se bat contre un système qui est profondément injuste, profondément violent, eh bien, la question de la violence doit se poser.
et qui, lui, considère que si c'est une violence qui est exercée à l'encontre d'un système qui lui-même est violent et va provoquer de la violence et de la mort, eh bien, elle pourrait être justifiée. C'est des propos qui me troublent énormément parce que je n'y adhère pas. Non, mais il faut, enfin, intellectuellement, je n'y adhère pas. Donc, et surtout, c'est contraire à nos principes, puisque nous sommes un mouvement non violent. Mais nous sommes donc obligés de prendre cette hypothèse en compte néanmoins aujourd'hui, quand on réfléchit le combat politique, pour essayer justement, nous semble-t-il en tout cas, d'arriver à ces extrémités qui peut-être de fait arrivent. En tout cas, l'histoire nous enseigne que oui, il faut, si on est tout à fait honnête et lucide, il y a des révolutions. Il y a eu des révolutions non violentes, attention, mais il y en a aussi d'autres qui malheureusement se sont exprimées, parce qu'elles n'ont pas eu le choix à ce moment-là, elles se sont exprimées d'une manière beaucoup moins douce. Donc, pour faire une réponse courte, nous, on cultive l'espoir de faire la révolution par les mentalités et par la démocratie. C'est pour ça qu'on milite pour une nouvelle république, etc., par un changement total des institutions. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui n'y croient pas, qui soient découragés, mais c'est le but de nos échanges. Et ça ne nous empêche pas de défendre la désobéissance civile et le fait de s'en prendre à un bâtiment ou à quelque chose de symbolique. Ça n'a rien à voir avec le fait de s'en prendre à une personne. Donc il faut aussi bien faire cette différence-là. Et c'est vrai qu'en ce moment, on en reparlera plus tard, mais d'ailleurs le terme de radicalité en ce moment est d'ailleurs galvaudé parce qu'on l'utilise en ce moment dans les médias pour parler de violence, alors que ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Nous, on a des idées radicales, pour autant on est non-violent. Et donc on peut faire passer ces idées radicales à travers la non-violence, mais voilà, bien faire la différence entre mettre de la peinture sur un bâtiment, comme a dit Émeric, la peinture, ça s'efface, quoi. J'ai dit ça ? Oui, oui. Il y avait des militants qui balançaient de la peinture. Tu disais ça va. Ah, il y a longtemps, tu veux dire ? Oui, pas là. Non, pas là. Mais ah, t'as oui. dit. J'ai dit ça. Non, mais t'as dit ça va, c'est de la peinture, quoi. Faut arrêter, quoi. T'étais invité sur un plateau de télé, on t'avait dit regardez. Bon, d'ailleurs, à ce sujet, je fais partie à l'Assemblée d'une commission d'enquête qui a été mise en place par la droite pour essayer de criminaliser les associations écologistes, notamment celles qui étaient présentes à Sainte-Soline. Donc, c'est une commission d'enquête sur les violences qui ont été commises dans des manifestations qui ont succédé c'est très compliqué là, au 49.3 qui a acté les retraites. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je le reformule sans doute assez mal, mais enfin, bref, ça étudie le phénomène des groupes violents dans des manifs, voilà, après la crise des retraites, et notamment, ça concerne Sainte-Soline. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien dans la manière dont les choses se passent dans cette commission d'enquête qu'il y a cette volonté de laisser penser que les groupes écologistes, dès qu'ils vont manifester quelque part, dès qu'ils s'expriment, ce seraient des violents. Et heureusement, parmi les gens qu'on auditionne, il y a des gens très intéressants, et notamment des avocats. Je pense à Ariel Halimi, par exemple, ou d'autres, qui rappellent le droit, attention, ou la défenseur des droits, etc., qui nous dit attention, faites pas l'amalgame entre violence et dégradation. Sur le plan du droit, ça n'a rien à voir. Et en effet, quand on dégrade un abribus, on dégrade un mur, ce qu'on veut, un bâtiment, mais ça n'est pas une violence, c'est encore d'autres choses. Donc là aussi, il faut voir ce qu'on entend par là. Nous, on ne dit pas qu'il faut rester statique derrière un bureau et ne pas bouger. Hein. On n'a jamais dit ça. Je ne sais pas qui. Céline, allez. J'avais deux questions, excusez-moi. La première, c'est une petite leçon de vocabulaire parce que, Émeric, vous avez dit que vous appeliez écologie essentielle. Oui. Et là, c'est écologie radicale. Donc la différence, pourquoi ce distinguo ? Et si vous pouviez revenir sur le terme métaphysique aussi, que je ne comprends pas bien. Et la deuxième question, c'est par rapport à la stratégie des européennes. Pourquoi, si ça s'éclate la NUPES et que chacun se présente, vous envisagiez de faire aussi candidature à part. Est-ce qu'en termes de chances d'avoir des députés rêves aux européennes, il ne faudrait pas mieux aussi garder la stratégie d'alliance avec LFI ? Très bonne question. Ah oui, il faut que je... Mais là, je ne suis pas sûr que je suis obligé de répéter parce que je pense que la réponse devrait faire comprendre la question. J'espère, en tout cas. En ce qui concerne la stratégie avec la France insoumise européenne, effectivement, on a dit qu'on n'exclut pas le fait de se présenter en autonome,
donc avec une liste rêve, s'il n'y a pas d'accord trouvé entre les différents partenaires de la NUPES. Évidemment, la question qui peut se poser, c'est celle des élus que l'on peut obtenir en fonction de la stratégie. Et si on se présente seul, il faut faire 5% pour avoir des élus au Parlement européen. Et 5%, c'est à la fois beaucoup, pas beaucoup. Ça dépend de quel point de vue on se place. Pour un parti écolo, c'est tout à fait réalisable. Je pense même que la REV peut faire 5%, mais si nous avons les moyens nécessaires, les moyens de publicité. Quand je dis de publicité, ce n'est pas un gros mot en l'occurrence, c'est simplement si on peut faire une vraie campagne, si on a les moyens de faire savoir qui nous sommes et que nous sommes là. Et je pense que si nous avons les moyens nécessaires, mais ils sont très élevés les moyens, pour faire une vraie grosse campagne comme nos concurrents, et bien là je pense que les 5% sont atteignables. Mais il faut être tout à fait honnête, nous sommes un jeune parti avec des moyens modestes. On n'est pas sûr d'avoir les moyens financiers pour faire une campagne de l'ampleur nécessaire pour atteindre ces 5%. Auquel cas, effectivement, on pourrait ne pas avoir d'élus. C'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre si ça permet ces élections au moins de faire parler notre mouvement, d'expliquer justement qu'il n'y a pas une seule forme d'écologie qui serait celle d'Europe Écologie Les Verts, mais qu'il y en a d'autres aujourd'hui qui naissent en France et dans le monde d'ailleurs, et que nous en sommes les représentants. Mais ça va peser dans la balance aussi, bien évidemment, la proposition que nous fera la France Insoumise, si chacun part de son côté. Si la France Insoumise nous dit on n'a pas le choix, et tout le monde part de son côté, donc on va partir seul, on vous propose de faire comme aux législatives, on part ensemble, on posera la question de la place, des places que nous avons sur la liste. Et ça nous permettra, nous, de prendre une décision. Si effectivement on a des places qu'on appelle éligibles, effectivement, ça se considérera. Ce que je veux dire aussi, c'est est-ce que pour faire connaître le parti et la différence du parti avec les autres partis écologistes, est-ce que le fait que tu sois élu et que tu te fasses connaître en tant que député de l'Assemblée, ça n'a pas plus œuvré à cette connaissance que éventuellement de faire de la pédagogie avant pour faire distinguer les différents... Je suis tout à fait d'accord, mais c'est un équilibre. Après, on parle... Tu as absolument raison. Je pense que le fait de pouvoir aujourd'hui être à l'Assemblée nous donne une capacité d'être entendu beaucoup plus grande. Mais après, les élections européennes, c'est encore autre chose. Être élu au Parlement, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, ça se réfléchit vraiment en fonction des élections, en fonction... je pense qu'il n'y a pas de réponse préconçue. En tout cas, il faut réfléchir à tous ces éléments. Je suis absolument d'accord avec toi. Pour répondre très très vite, écologie essentielle, la différence entre écologie essentielle et écologie radicale, ce sont des mots amis, en tout cas. Ils sont proches en réalité. Essentiel, c'est plus parce que essentiel, c'est un terme qui nous est propre. Que moi j'avais proposé dans un livre parce que je reprenais un petit peu comment dirais-je, l'analyse proposée par Arnonès, qui lui parlait d'écologie profonde, mais il se trouve que notre écologie était un petit peu différente parce que Arnonès n'est pas un antispéciste, lui. Donc on a encore des nuances sur les droits des animaux, ainsi de suite. Donc l'idée n'était pas de dire coucou, on fait l'écologie profonde d'Arnonès. C'est notre écologie, celle qu'on défend, elle s'inspire vraiment de plusieurs pensées. Donc j'avais envie qu'on ait un nom qui distingue notre manière de voir les choses. Et essentiel, en fait, ça se rapproche parce que l'écologie radicale... En fait, il y a tellement de débats sur chacun des termes utilisés. Il y a tellement d'acteurs différents qui utilisent les mêmes termes, ce qui crée un trouble parce qu'on n'entend pas forcément la même chose avec le même mot. Mais en réalité, vous voyez que ça veut dire presque la même chose, puisque nous, on a appelé ça essentiel dans la mesure où c'est une écologie qui se réfère à l'essence des choses. L'essence. Donc, ou même à l'essence de l'écologie elle-même. Mais c'est quoi l'écologie, tout ça? Voilà, on peut là encore ouvrir un débat là-dessus. Et radicalité, c'est la même chose, d'une certaine manière, puisque c'est la racine des choses. Donc là encore, c'est aller vraiment chercher en profondeur. Mais peut-être que dans Essentiel, il y a une dimension plus métaphysique, et là je réponds à ta première question. Par métaphysique, j'entends par là notre rapport au monde, en fait, la manière dont nous nous situons dans le monde. Et en fait, l'écologie que nous défendons, elle pose vraiment cette question-là qui est essentielle, et qui est, mais qui sommes-nous? Où nous plaçons-nous dans la chaîne du vivant?
Alors que pendant longtemps, jusqu'à très très récemment, lorsque le vivant était représenté par les scientifiques, vous savez, il y avait toujours cette histoire de pyramide, et nous étions, nous, tout en haut de la pyramide. Nous étions en fait la forme ultime, achevée de l'évolution du vivant, qui donnait l'impression que tout ce qui avait précédé avant nous, que ce soit les premières bactéries, les plantes, les poissons, enfin toute l'évolution du vivant que vous connaissez, pour arriver jusqu'au singe, jusqu'au grand singe, jusqu'à l'humain, c'était pour arriver voilà, à cette chose extraordinaire, ce chef-d'œuvre du vivant qui est nous. C'est bien évidemment une vision que nous contestons absolument. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la relation plutôt avec le cercle phylogénétique du vivant, où on constate qu'en fait, que dans l'histoire de ce vivant, bah voilà, nous sommes un petit accident parmi d'autres, et que nous sommes surtout interdépendants de toutes les autres formes de vie, et ainsi de suite, etc. Nous contestons absolument, évidemment, la notion de supériorité de l'espèce humaine sur les autres, et ainsi de suite. Et de ce fait, puisque ça replace notre position au cœur du vivant, comme un peu, d'ailleurs, c'est pour ça que on parle de révolution copernicienne, hein, quand on parle d'antispécisme. De la même manière que tout à coup, quand Copernic dit, vous savez, oh coucou, c'est pas la Terre n'est pas le centre de l'univers, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est l'inverse. Ah bon, mais c'est pas nous les dieux, non, ça se passe pas comme ça. Il y a là l'obligation d'une remise en cause de notre position dans l'univers. Et bien là, c'est un peu la même chose. Mais sauf qu'il y a une remise en cause de notre position dans le vivant et donc notre manière d'exploiter le vivant. Et c'est en ce sens que on parle de métaphysique, puisque c'est une relation quasi philosophique que l'on propose à l'égard de ce vivant. Oui. Ah, il y avait monsieur peut-être. Pardon, il y a monsieur qui avait levé la main tout à l'heure. Il y a une grande variété d'animaux qui sont élevés par l'homme et soumis. Quand on arrivera à abolir ce système, comment garantir la grande variété d'animaux et comment leur laisser une place sur le territoire, comment les laisser vivre ensemble, vivre à côté de nous, vivre avec nous, comment on peut faire en fait pour garantir la pluralité, la variété justement de tous ces animaux, comme par exemple des vaches, des poules comment pourraient-elles vivre à côté de nous, comment peut-on faire? Alors encore, c'est une demi-heure de discussion. La question est passionnante maintenant parce qu'il y a vraiment des livres entiers qui ont été écrits sur la manière dont on peut cohabiter avec les autres animaux. D'abord, je contesterai un peu votre présentation des choses. Vous parlez de diversité des animaux. Cette diversité, elle est de plus en plus amoindrie. Je prends souvent l'exemple de statistiques sur la masse des mammifères sur Terre. Il y a 5000 espèces de mammifères identifiées à peu près. Et si on prend la masse, on constate que 60% de cette masse aujourd'hui, c'est des animaux d'élevage. Donc c'est des animaux qu'on élève qui finissent dans nos assiettes. 36%, c'est les humains. Et 4%, c'est tout le reste. Sachant que les animaux d'élevage, je n'ai pas le compte, c'est une dizaine de mammifères à tout casser. Donc, ça veut dire qu'il ne reste plus que 4% en termes de masse de tous les autres mammifères sur une 5000 espèces répertoriées. Donc, on a détruit un nombre d'animaux, d'espèces, d'individus au sein de chacune des espèces. Les chiffres du WWF sont absolument sidérants chaque année, puisqu'ils publient un état des lieux où on apprend à chaque fois qu'on a un quart des individus, des oiseaux qui ont disparu en 30 ans, et ainsi de suite. Enfin, à chaque fois, tous les chiffres sont toujours pires. Et si on arrive à mettre en place une société antispéciste qui cesse l'exploitation du vivant, qu'est-ce qu'on n'aura plus? On n'aura plus les élevages de cochons, de poulets, de bœufs, de vaches. Très bien. Mais ces animaux, ils avaient avant des ancêtres qui vivaient dehors, qui vivaient leur vie tranquillement, avant qu'on les domestique et puis qu'on les fasse évoluer pour que ça devienne des animaux à notre botte. Eh bien, on retrouvera
ce système, qui n'est pas un système en réalité, mais on retrouvera cet état des lieux. On a des animaux à qui on va rendre leur liberté. Alors, rendre leur liberté, on va pas... Il faut que je fasse attention à cette expression, on croit qu'on va ouvrir les élevages et que toutes les vaches, on va laisser partir sur les routes. Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, on va arrêter de produire artificiellement ces animaux, qui ont des vies misérables de toute façon, qu'on ne peut envier à aucun être sensible. Et on va essayer de redonner de l'espace aux espèces sauvages et de trouver ensuite les conditions. Mais c'est pour ça qu'il faudrait au moins 1 heure pour en discuter, parce que vraiment, il y a des systèmes qui ont été réfléchis, pensés sur comment on organise la vie entre humains et non-humains pour à la fois respecter les droits de ces animaux, le droit à exister, pour également nous assurer qu'on ne soit pas en danger non plus, parce qu'il faut être tout à fait lucide, on pourrait aussi être menacé par certains animaux. Et puis, et là aussi, la discussion est passionnante, parce que même au sein de la rêve, il y en a. Qu'est-ce qu'on fait avec les chiens, les chats, etc. Il y en a chez nous, par exemple, Victor, qui pense qu'il ne faut plus que les humains aient des chiens et des chats chez eux, parce que, tu vas pouvoir le dire mieux, ou défendre ton idée mieux que moi. Ouais, c'est sur la domestication des animaux. Oui. Moi, je pense qu'on doit vraiment arriver à l'abolition de la domestication des animaux et que nos rapports aux animaux doivent être des rapports avec des animaux sauvages et après avec des individus et plus avec des espèces. On pourra avoir une biche ou n'importe quel animal qu'on va rencontrer qui est blessé avec lequel on va vivre et on va avoir une relation d'amitié, mais c'est un choix de l'individu de venir vers nous et après c'est une relation presque d'amitié. Mais en tout cas, prendre une espèce comme le chien, le chat et maintenir le fait que ce soit des animaux de compagnie, à titre personnel, moi je pense qu'on est encore dans une forme plus d'exploitation, mais quand même de soumission à une certaine mesure, même si évidemment on peut réduire au maximum la laisse, la muselière, etc., dans des conditions beaucoup plus acceptables que ce qu'on a maintenant. Mais je me dis que c'est vraiment pour le coup un débat qu'on pourrait avoir ce soir, parce que je sais qu'à la rêve, je vois la tête de Sandro par exemple, il n'est pas d'accord avec moi. Il y a un super livre qui s'appelle Zoopolis aussi, qui a je pense, un ouvrage de référence sur cette question-là. Donc c'est peut-être un des débats qu'on peut avoir ce soir. Est-ce qu'on prend peut-être la question de... Ah, pardon. Ouais, j'avais envie de compléter, c'est possible ? Non, c'est interdit. C'est interdit par la loi. 2 choses auxquelles ça me fait penser. La première, c'est qu'il y a eu des tentatives de sélectionner des vaches rustiques dans une région de Suisse, je crois, de mémoire, et les laisser en liberté, et ça a réussi. Il faudrait que je retrouve, je m'étais intéressée à ce sujet, c'était passionnant. Et en fait, oui, on va sûrement, quand on arrivera à abolir les élevages, évidemment qu'il y a des espèces qui vont disparaître, mais il y en a d'autres qui vont survivre. Et donc après, c'est un choix, mais c'est vrai que ce sont des espèces qui ont été élevées aussi pour être exploitées, pour certaines. Certaines créées artificielles. Voilà. Donc c'est pas forcément un mal en soi. Surtout qu'on nous pose souvent la question, alors c'est pas votre cas parce que vous êtes sûrement acquis à notre cause, mais de gens qui nous écoutent et qui nous disent, ma propre mère par exemple, m'a dit oui, tu vas abolir les élevages, mais t'imagines tous ces moutons, toutes ces vaches qu'on va tuer ? Je dis, mais il y en a combien qui meurent tous les jours ? Enfin, donc c'est aussi ça, quoi. On nous traite souvent, nous, pas de meurtriers, mais presque, alors qu'en fait, c'est ce qui se passe tous les jours, le massacre, quoi. Donc c'est ça aussi à mettre en relation et trouver un équilibre et voir là où on va perdre le moins d'individus finalement, est-ce que ce ne serait pas dans l'abolition des élevages, quoi. Peut-être, pardon. Pour finir, c'est juste en termes d'organisation, il y a un parti politique, Ouais. qu'on prévoit sur, Évidemment, ouais. sur les territoires pour laisser cette place à cette nature. En fait. Alors, Partie, mais donc, tout est organisé, ouais. tout est administré, il y a le foncier, il y a, Évidemment. voilà, Il y a plusieurs choses à mettre. des territoires pour laisser justement. Il y a plusieurs choses à mettre en œuvre, mais comme toutes les mesures de notre programme, d'ailleurs prises individuellement, on va nous dire mais comment vous faites concrètement ? Alors, du coup, ça va toucher tous les pans de la société, y compris l'économie, le système économique, mais aussi l'agriculture, la transition agricole, l'accompagnement des agriculteurs. Enfin, il y a tout ça qui va être mis en branle. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on n'a pas tout écrit en fait à la rêve. Et d'ailleurs, on conclura tout à l'heure, très rapidement avec ça. C'est que justement, on a besoin des équipes aussi pour réfléchir à tout ça. Et il y a des travaux qui sont actuellement en cours sur le programme, justement pour redéfinir, parce que nos mesures programmatiques, souvent, c'est sur du très long terme. Donc c'est important aussi de travailler sur les mesures transitoires. Donc il y a tout ça aussi à penser et à calculer. Donc on a besoin de vous.
C'est une dernière question, ouais. Et après, s'il y en a d'autres, vous pouvez. Désolé, mais Il y a on... plein de ouais. questions, mais c'est passionnant. Bah oui, mais... Et après, on va avoir vraiment qu'une petite heure pour manger. Donc, Je sais pas pourquoi ils disaient la bouffe chez nous, c'est. Est-ce que c'est. Non, mais c'est qu'à 13h30, on a une autre conférence. Ah, à la limite, on décale. On est très cool. Moi, je suis toujours très cool avec le temps, Mais si moi, on ce qui pose décale, beaucoup de problèmes à là, mes équipes. c'est- Coucou, mes équipes. 22h la dernière. Voilà. Mais c'est bien que. Si on. Attends, moi, je vous propose. On se dit 12h45, vraiment dernier quart. Et on décalera un tout petit peu de 15 minutes la première table ronde. D'accord ? Et d'accord. Il n'y a pas de démocratie ici. Non, je blague. Non, mais si vous êtes d'accord. Allez, allez. D'accord, bon argument. Allez-y, on vous écoute. Voilà, non, déjà, je voudrais. Moi, je félicite ta démarche parce que je pense que avoir un poste de député à l'Assemblée nationale, je pense que c'était essentiel pour se faire entendre. Moi, je voudrais juste féliciter la démarche de venir dans un îlot de verdure entouré de champs d'agriculture intensive, parce que l'entre-soi, je pense que ça ne fait pas, enfin, voilà. Et personnellement, j'habite à 300 mètres. C'est vrai ? Et vous êtes d'ici ? depuis un an, et j'ouvre un écolieu à 300 mètres d'ici. Et je suis venue surtout parce que j'étais sementron et que je suis à Sementron. Et en fait, je ne connaissais pas le mouvement. Et je m'aperçois que voilà, c'est le cœur de ce qui m'anime. Et ce qui me fait dire que il y a énormément d'écolieux qui s'ouvrent aujourd'hui avec cette volonté locale de construire autre chose, et qu'il y a une force, une énergie à prendre dans les écolieux qui s'ouvrent pour se faire connaître là, et parce que on est nombreux en fait à partager ces idées-là. Et rares sont ceux comme vous qui ont eu le courage, il faut le dire, de se battre pour avoir un poste à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il ne faudrait pas il faudrait compter sur toute cette masse que nous représentons de gens qui veulent construire autre chose et qui avons un courage au millième courage de ce que vous avez, ou sans millième courage de ce que vous avez eu, mais qui ensemble peuvent apporter une énergie très passionnée et convaincue et militante. Voilà. Donc moi, il me semble qu'il y a de l'énergie à prendre. Je suis seule sur ce lieu pour l'instant, et je suis confiante dans le fait que je veux, toute seule évidemment, aucune énergie, mais accueillir l'énergie qui vient, qui est là, et je suis émerveillée de voir que cet événement est juste à côté de chez moi. C'est la preuve que voilà, ça marche. Et donc voilà, la question, est-ce que vous avez l'intention de vous faire connaître au niveau des écolieux qui franchement, à mon avis, pour la plupart, partagent ces idées-là. Ça pourrait être une source d'énergie monumentale. D'abord, merci. Merci de votre témoignage. Merci d'être là. Surtout si vous ne nous connaissiez pas. Et donc, j'en parlais au début, c'est aussi fait pour ça, ce genre de rendez-vous, pour que des gens puissent nous découvrir. Et aujourd'hui, ça fait partie des sujets sur lesquels on n'est pas bon à la rêve. C'est notre capacité à nous faire connaître et à aller chercher des gens comme vous, exactement, pour qu'on travaille ensemble. Ça ne veut pas dire que vous allez adhérer à la rêve demain. Peut-être que oui, on serait très heureux de vous accueillir, voir si oui ou non au sein de la rêve on peut faire des choses ensemble. Mais ce que vous dites, c'est frapper du sceau du bon sens. Bien sûr qu'il faut qu'on se développe au sein des écolieux, mais il y a aussi beaucoup de... Nous, on a commencé un travail qui était plus basé sur les associations déjà identifiées sur certains sujets. Ce qui d'ailleurs complique un peu la chose parce que beaucoup d'associations, en fait,
ont en leur sein des militants qui partagent nos idées, mais l'association elle-même ne veut pas publiquement s'afficher avec nous parce qu'ils ne veulent pas faire un mélange avec la politique. Bref, en tout cas, ce travail de réseau, en fait, de mettre en réseau des gens qui pensent la même chose. Et c'est intéressant. Quand j'ai sorti un livre qui s'appelait Nos steaks, il y a 10 ans, sur notre rapport à la viande, les conférences étaient vraiment pleines de gens. Enfin, quand j'allais présenter le bouquin. Et tous les gens disaient « Ah, on est tellement heureux qu'il y ait un livre, enfin, qui existe, qui raconte ce que je pense sur la viande. » Parce que, vous savez, il y a pas encore très longtemps, il y a 10 ans, 15 ans, les végétariens, ils se cachaient presque. Hein. Ils n'osaient pas le dire parce que, mon Dieu, je vais passer pour quoi, etc. Bon, il y a ce livre qui est sorti. Ah, il y a un type à la télé qui dit qu'il ne mange pas de viande. Ah bon, c'est quoi c'était une forme c'était très osé. Bon, ouais. Et surtout, mais ce que ça a montré, c'est que des gens me disaient, mais parce que moi, je suis végétarien, mais dans ma famille, je me sens seul. Je suis seul. Et en réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui cherchaient un livre, un objet, etc., qui permettait de créer du lien entre beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas et qui défendaient pourtant la même cause. Et bien là, ce que vous dites, c'est un peu ça. Nous, les écolieux, on en parle beaucoup d'écolieux. Je parlais encore avec mon équipe. Moi-même, j'aimerais bien un jour lancer un écolieu avec un concept précis parce que c'est tellement intéressant. Et bien évidemment qu'il faudrait créer un réseau au sein de toutes les personnes comme vous. Et notre but, c'est vraiment d'aller chercher, de faire savoir. Je crois que les idées qu'on porte, même si nos adversaires politiques, des médias vont dire qu'on est des originaux, qu'on est ultra minoritaire. Moi, je pense qu'en réalité, il y a pas mal de gens qui partagent nos idées. Alors peut-être pas chaque lettre, mais en tout cas l'essentiel. Et qu'il faut qu'on fasse grandir, qu'on se fasse connaître et qu'on crée du réseau entre toutes les personnes qui veulent changer le monde dans le sens qui est celui qu'on envisage. Et moi, je propose d'ailleurs qu'on passe vous voir pendant ces 2 jours. Si c'est à 300 mètres, c'est pas loin. Voilà. C'est quoi votre prénom? Tout le monde chez Isabelle à 20h. Non mais sérieusement, on va passer voir quand même. Allez, ah oui, plaisir partagé. C'est juste une question qui est dans le prolongement de la question de Yann, de la remarque de Yann concernant le rapport entre le vivant et l'homme. En fait, j'ai eu une discussion hier matin sur la chasse avec un ami. C'était un ami. J'avais un ami jusqu'à hier matin. On va dire les mêmes idées politiques que moi. Disons que lui, il est plus, on va dire, macronien. Mais enfin, il faut être ouvert. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai plein d'amis qui ne partagent pas mes idées politiques. Voilà. C'est vrai. Non, c'est pas par rapport à la chasse simplement. Il m'a dit, mais si on supprime la chasse complètement, les sangliers vont se multiplier et vont détruire encore plus les récoltes. Et moi, j'avoue que j'étais un peu diminué. J'ai pas toutes les réponses. Azelma va répondre. Alors ça, c'est facile. Non, parce que les sangliers mangeraient les récoltes, d'accord. Alors, donc il y a 20 millions d'animaux tués par les chasseurs qui sont issus d'élevage, déjà, dont des sangliers, qui parfois sont croisés avec des cochons pour qu'ils se reproduisent plus. Et ils sont également nourris parfois par les chasseurs. Ça s'appelle de l'agrainage. Donc en fait, ce sont eux qui créent cette... comment on appelle ça? Ils ont un terme là, ils n'arrêtent pas de le dire. On va être envahi, non, je sais pas quoi. C'est quoi leur terme? Voilà, il faut réguler. Mais c'est eux qui créent la cause de leur action en fait. Ils créent leur propre mission. Donc s'ils arrêtaient d'exister, normalement, la régulation se ferait toute seule. Après, il y a aussi d'autres problèmes. La biodiversité, on a tué pas mal d'espèces. Il y a un déséquilibre total. Donc il y a tout ça aussi à travailler. Mais de toute façon, ce sont eux qui créent ça. Un rapport aux grands prédateurs. Et voilà. Voilà, surpopulation, c'est ça que je veux dire. Une question? Oui. Juste un petit complément par rapport à ce qu'on vient de dire. Une suggestion à notre député sur un projet de loi. Il semblerait qu'il y a un texte qui interdit aux associations, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais il semblerait qu'il interdise aux associations ou aux privés d'acheter des produits contraceptifs. Donc je dirais, quand on parle de régulation de la faune sauvage, si on agrène,
D'ailleurs, ces produits contraceptifs sont d'ailleurs autorisés pour les communes pour gérer les populations de pigeons. Donc, si on agrène des sangliers, 1 litre de produits contraceptifs dans la grainoire, et puis on est tranquille pour 6 mois. Il n'y a plus de petits. Quoi. On peut faire une régulation simple et, je dirais, non violente, que certainement bon nombre d'associations amis des animaux se chargeraient bien de faire à la place des chasseurs pour gérer la faune. Après, en fonction de la population qui se réduit, on peut arrêter de mettre le produit et ça repart. C'est bête comme chou à gérer. Alors, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a une loi qui interdit? Est-ce qu'il n'y aurait pas un projet de loi pour abolir cette loi? Voilà. Tu veux répondre? Je n'ai pas connaissance d'une telle loi. Après, moi, je ne connais pas toutes les lois. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est un des trucs les plus stupides, je crois, qui existe comme règle. Moi, je veux bien que nul ne soit censé ignorer la loi, mais c'est juste pas possible. Donc, il y a tellement de lois et tellement de règlements que parfois le législateur lui-même n'est pas au courant de telles subtilités. Bref, donc je sais pas. En revanche, oui, l'idée que vous émettez, elle me paraît là encore très, très intéressante. Mais évidemment, alors encore, si vous dites contraception, animaux, là encore, alors on va se prendre toutes les moqueries, colibés, parce que vous savez qu'il y a plein de manières de parler du monde du vivant qui vous font passer pour quelqu'un d'un peu stupide, quelqu'un qui anthropomorphise tout, enfin, bref. Mais en l'occurrence, oui, la contraception pour les animaux et pour les animaux sauvages, ça existe, c'est utilisé sur les éléphants notamment, sur les pigeons bien évidemment. Donc on peut étendre le principe. Vous avez complètement raison. Mais je vais me renseigner sur ce que vous m'avez soulevé. Ça m'étonnerait. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une loi. Les chasseurs ont un tel pouvoir. Ça oui. Peuvent imposer l'interdiction de ce produit-là aux particuliers pour éviter. Vous avez raison. Qu'on attaque leur cheptel. Vous avez. C'est une exploitation forestière. Mais c'est l'angle que vous soulevez est très intéressant. En effet, si je découvre qu'il y a une telle loi, c'est une aberration qu'il faudra donc demander de la supprimer. Je vais regarder ça. Merci. Je vais profiter de ce petit temps mort pour dire 2 choses auxquelles je pense et peut-être qu'après on peut clôturer, sauf s'il y a une dernière question. Avec les échanges, ça m'a fait penser qu'on dit de créer du lien entre les militants qui existent, les initiatives, etc., les écolieux ou d'autres choses. On a parlé tout à l'heure aussi de radicalité, le fait que maintenant c'est un mot qui rentre dans le langage, qu'on a de plus en plus de mouvements qui se disent d'écologie radicale. Je pense au soulèvement de la Terre, je pense aux événements de ces derniers mois. Et alors nous, on va les rencontrer, ces gens-là. Moi, je vais dans les réunions des soulèvements de la Terre, on va ailleurs, etc., on discute. Parfois, ces gens-là ont peur des partis politiques, enfin, ont peur, ils sont déçus des politiques, et on les comprend. Ils sont anarchistes. Et donc, quand on dit qu'on vient d'un parti, ils n'ont pas du tout... voilà, c'est ce que j'allais dire. Nous, on est d'inspiration anarchiste. Et on peut être élu en étant anarchiste. Et voilà, alors c'est un peu particulier, mais moi-même, je suis anarchiste. Et c'est vraiment la rêve, c'est le premier parti que j'ai rejoint parce que justement, on proposait un programme démocratique qui me convenait, puisque on propose la possibilité de révoquer des élus, la reconnaissance du vote blanc. Enfin, il y a énormément de choses qu'il faut mettre en avant qui ne sont pas assez connues dans notre programme. Et je pense que la partie sociale et démocratie, c'est pour ça aussi qu'on a proposé des conférences sur ces thèmes-là. Elles méritent vraiment d'être connues, ces thématiques, au sein de la rêve, parce que les animalistes, on les a. On a beaucoup de gens qui se préoccupent des droits des animaux, et pour cause, c'est partie des mesures fondamentales de notre parti. Mais on devrait vraiment faire connaître les mesures sociales. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a participé au mouvement retraite, etc. Aussi pour montrer nos différences, parce qu'évidemment on rejoint les idées de la France insoumise, mais on va plus loin encore une fois. Et pour la réduction du temps de travail, par exemple, nous on défend l'idée du temps libéré, de faire en sorte que l'histoire veut qu'on normalement on devrait travailler de moins en moins, puisque les machines remplacent l'homme. Et donc il y a tout un système comme ça à imaginer, c'est presque philosophique, mais je pense que ça va devenir de plus en plus concret, on le voit déjà. Faire en sorte que les gens reprennent aussi leur citoyenneté, qu'ils aient plus le temps de s'instruire, de se cultiver, de passer du temps en famille. C'est tout ça aussi. La rêve, c'est pas que les questions animalistes et écologistes. Et de toute façon, c'est lié, mais
c'est important aussi de le dire aux gens qui se préoccupent, en particulier des questions sociales, parce que souvent on va nous dire oui, les animaux c'est bien, mais nous on a faim. Oui, mais c'est lié, et nous on a les mesures aussi là-dessus. Donc vraiment, je vous invite toutes et tous, si vous rencontrez des gens, à en parler, à lire notre programme en détail et à participer aussi au développement de ce programme. Et d'ailleurs, ça fait la transition avec une autre chose que je voulais dire avant de terminer. On a besoin de vous. On a besoin de vous, alors pas forcément au quotidien, parce que parfois on manque de temps, c'est difficile d'être militant. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être participer à des manifestations, ça peut être juste faire un don, ça peut être parler de nous autour de vous, nous suivre sur les réseaux. Et après, si vous voulez vraiment vous investir, rejoignez nos groupes régionaux. On a aussi le groupe des jeunes rêves. On a pas mal de groupes sur des thématiques différentes. C'est pas que géographique, c'est aussi sur des thèmes. Ça peut être la gestion des événements, la gestion du site internet. On a un nouveau site internet. On a besoin de graphistes, on a besoin de gens pour nous seconder, parce que plus on se développe, plus on fait de choses, plus on a envie d'être présent sur le terrain et tout. Et on manque parfois de mains. Et ce sont les petites mains qui font ce que nous sommes. Donc vraiment, on vous invite à nous rejoindre et à nous aider à la hauteur de vos moyens. Juste un tout petit mot, parce que je sais qu'on est pressés, enfin ils sont pressés d'aller manger. Non mais il y a des food trucks et tout, il y a des trucs vachement bien. Oui, et puis ils attendent aussi les food trucks. Le food truck, attends. Juste, pour les gens qui là encore sont pas très familiers avec la rêve, madame par exemple, c'est vrai qu'on a un programme, je le disais, là, c'est nous différencie parti animaliste très global, l'histoire du temps de travail. On voulait monter une table ronde, on n'avait pas la place. Et ça rentrait pas, comme on fait que 2 jours. Si on fera plus long, on fera plus de choses. Mais la question du temps de travail est vraiment importante. C'est pour ça que là aussi, ça nous distingue fondamentalement du parti animaliste, c'est que nous, on propose en réalité une nouvelle société pour l'être humain, qui inclut une relation différente aux animaux non humains, bien évidemment. Je ne dirais pas que c'est annexe, que c'est connexe, que c'est subsidiaire. Mais en réalité, ce n'est pas moins important ce qui concerne l'humain. Et la question du temps de travail, c'est fondamental chez nous. Alors qu'on est en année, effectivement, où il y a eu d'énormes débats sur les retraites. Nous, on a vachement regretté qu'on n'ait pas entendu de débat sur l'essentiel. C'est-à-dire que là, on a eu un grand débat sur 62, 64, oui, machin, etc. Très bien. Mais on n'a pas eu un vrai débat dans les médias sur c'est quoi travailler ? Ça sert à quoi ? Pourquoi on travaille ? Est-ce qu'on ne pourrait pas gagner sa vie autrement ? Alors, il y a l'histoire du revenu universel, mais il y a d'autres manières d'envisager. Il y a le salaire à vie. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'options que nous, on réfléchit dans la rêve. Ça ne veut pas dire qu'on a les réponses absolues à tout, parce qu'on n'a pas la prétention. Vous savez, la rêve, c'est créé comme un laboratoire politique. On a des certitudes. On est à certitude qu'il faut arrêter l'exploitation animale. Il n'y aura pas de débat là-dessus. On a des questions sur comment on cohabite avec les autres espèces animales. Il y a plusieurs modèles possibles, et c'est en réfléchissant, c'est en discutant qu'on trouvera les solutions. On a la certitude aussi qu'on va travailler moins, qu'on doit travailler moins. Comment ? Ça, c'est effectivement les débats qui existent chez nous. Mais ce qu'on sait, c'est que nous, on ne parle pas de 32 heures. Nous, on parle d'une 20aine d'heures. Et c'est fondamental, ça change tout. Parce que Azelma l'a déjà exprimé. Notre rapport à la démocratie, par exemple. Je prends quand même 1 minute, pardon, sur le temps de repas pour le dire, parce que je ne sais pas si dans les tables rondes ce sera expliqué ou pas. La démocratie. L'un des vrais défauts aujourd'hui qui explique notre déficit démocratique, c'est que la plupart des gens n'ont pas le temps de s'investir en politique. Ils n'ont pas le temps. Je suis désolé, quand on travaille 40 heures, quand on arrive à la maison, il faut qu'on fasse à manger pour ses enfants, etc. C'est des journées, en réalité, on se lève, on part travailler, on revient du travail, on appelle le temps de s'occuper de sa famille et on se couche. Et dans le meilleur des cas, on peut lire un peu dans le métro. Si on habite à la campagne, on habite peut-être pas très loin de chez soi, j'en sais rien. Bref, on a peu le temps en réalité de vraiment s'intéresser à la vie politique. Soit pour engranger les informations, pour suivre ce qui se passe, soit pour s'y impliquer soi-même en se disant tiens, je vais me présenter aux élections municipales, je voudrais être impliqué vraiment dans la vie de mon quartier, dans la vie de ma ville, etc. Il nous faut du temps. Et donc, libérer du temps, c'est-à-dire tout à coup, on n'est plus à 37, 38 heures, mais on passe à 20 heures, voire moins, on l'assume. Très peu de partis politiques, aucun parti politique vous dira nous on est pour 15 heures par semaine. Pourquoi ? Parce qu'ils vont dire mais c'est des fous. Et nous, on n'appelle pas ça de la folie, on appelle ça de l'utopie. Et l'utopie, pour nous, elle est essentielle en politique. Et notre pays, notre monde est en train de crever parce que plus personne n'assume de porter une utopie.
J'ai écrit un bouquin qui s'appelait Utopia 21 qui reprenait des idées qui reprenait pas des idées de Thomas More, qui a essayé d'imaginer ce que ça pourrait être un Thomas More actualisé 5 siècles plus tard. Mais ce qu'avait écrit Thomas More, effectivement, il y a 5 siècles, était absolument révolutionnaire en termes de clairvoyance, en termes de capacité à s'extraire de son époque pour imaginer un monde différent. Nous, on essaye un peu de fonctionner de cette manière-là. Donc on dit, mais attendez, une société, on ne travaillerait plus que 15 ou 20 heures, parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de produire plus de travail pour faire fonctionner notre monde que en distribuant de manière équitable le travail aux uns aux autres. À mon avis, en 15 heures, c'est réglé. Puisqu'il y a une énorme partie du travail qui consiste à faire des choses qui sont complètement inutiles, à produire de l'inutile, du conseil imaginaire qui ensuite est extrêmement bien rémunéré par le gouvernement si on a la chance de donner ses conseils au sein d'un cabinet qui s'appelle McKinsey, et ainsi de suite. Donc, si tout à coup on ne travaille plus que 15 ou 20 heures par semaine, mais ça change tout à coup, nous devenons des citoyens qui pouvons prendre notre destin en main. Nous pouvons devenir des citoyens vraiment critiques, en suivant vraiment l'actualité de notre pays, en allant s'investir dans la vie autour de nous. Donc voilà, je voulais juste préciser ça pour dire que la rêve, c'est ça en fait. C'est un projet vraiment global pour essayer d'imaginer la manière dont les humains peuvent être heureux, même si évidemment ça a des implications fondamentales sur les non-humains.